Maman, aide-moi, je brûle. Voici le message vocal bouleversant d'un ouvrier piégé alors que du laitier en fusion brûlant se répandait autour de lui. Et même s'il ne pouvait pas le prévoir, cette tragédie était loin d'être un accident aléatoire. En Floride, il fait 35 degrés lors d'une journée d'été étouffante. La demande d'électricité est au plus haut et la centrale de Tampa peine déjà à suivre. Parmi les 4 grandes chaudières à charbon, seule l'unité 2 fonctionne à plein régime. Mais maintenant, elle s'est encrassée de cendres, rendant la situation encore plus précaire. Alors, un cadre supérieur de l'usine réunit 5 autres employés pour effectuer la maintenance. Antonio Navarrete, 21 ans, en fait partie. Il est nouvellement amoureux et sur le point de devenir père. Le lendemain, ils doivent apprendre s'ils attendent un garçon ou une fille. Antonio vit avec ses parents et il est déterminé à travailler dur pour subvenir aux besoins de sa famille qui s'agrandit. Mais le destin en a décidé autrement. Il n'est sur le chantier que depuis 4 jours et il ne sait pas qu'il s'apprête à accomplir l'une des tâches les plus dangereuses de la centrale électrique. Une structure massive se dresse devant lui. Voici l'unité 2, une chaudière géante de 12 étages brûlant du charbon pour produire de l'électricité. Contrairement aux centrales plus récentes, les chaudières de Big Ben font fondre les cendres en laitier en fusion, essentiellement de la lave chauffée à plus de 1000 degrés. Le laitier s'accumule au fond de la chaudière et tombe dans un réservoir rempli d'eau, où il se solidifie en roche vitrifiée. Mais aujourd'hui, le laitier s'est accumulé et bouche le trou de la taille d'un homme par lequel il est censé tomber. Et donc le laitier continue de s'accumuler sur lui-même dans la chaudière. Dans le réservoir de refroidissement en bas, un autre problème existe. Le laitier durci bloque le broyeur qui est censé le réduire en petits copeaux pour un usage industriel. Le personnel doit résoudre rapidement ces 2 problèmes pour maintenir la production d'énergie stable. Le moyen le plus sûr serait d'éteindre la chaudière de l'unité 2 et de réparer les blocages. Mais arrêter n'est ni rapide ni simple comme arrêter un train de marchandises. Refroidir la chaudière et redémarrer prendrait des heures, coûterait des centaines de milliers et risquerait des coupures de courant. À la place, une décision est prise. Retirer le rocher du réservoir sans arrêter la chaudière. Ils misent tant sur le bouchon du piège à scories au-dessus. Des employés expérimentés avaient exprimé leurs craintes, alors l'entreprise a commencé à engager des sous-traitants pour ces tâches risquées. Antonio était l'un de ces sous-traitants, sans se douter à quel point la situation était réellement dangereuse. Sachant les risques, un opérateur de car cherche le manuel de nettoyage du réservoir de laitier à l'eau sous pression, sans le trouver. Sans ce manuel, aucun briefing sécurité n'est prévu avant les travaux. Il vidange d'abord l'eau de refroidissement utilisée pour le laitier et constate l'obstruction en haut du broyeur. Ensuite, ils ouvrent la porte la plus proche du sol, appelée la porte du chenil. Antonio observe pendant que les 5 hommes tirent tour à tour leur nettoyeur haute pression à travers la porte sur les roches. Dans la chaudière, des flaques de laitier en fusion se forment. C'est comme se tenir sous un barrage dont la fissure s'élargit, le laitier incandescent pousse avec force. Environ 20 minutes après le début de l'opération, l'impensable se produit. Sans avertissement, l'obstruction au piège à laitier cède soudainement, libérant des milliers de litres de laitier surchauffé provenant de la chaudière. La lave jaillit du réservoir par la porte du local technique et recouvre les ouvriers. Le volume et la vitesse du matériau en fusion sont impossibles à contenir. Les ouvriers n'ont pas le temps de réagir. Le laitier coule comme une rivière de feu, couvrant le sol d'une nappe de 15 cm de profondeur sur 12 mètres de large. La chaleur intense vaporise toute l'humidité de l'air, créant un nuage de vapeur brûlante qui aggrave encore la situation. Au milieu du chaos, des cris de douleur et des appels à l'aide déchirent dans l'air. Certains ouvriers sont piégés dans le chaudron de feu. La vapeur en fusion qui avance coupe les voies de sortie, transformant la zone en un four mortel. Dans ces moments terrifiants, Antonio attrape son téléphone.
Il appelle sa mère sans réponse et lui laisse un message vocal qui la hantera à jamais. « Maman, aide-moi. Maman, je brûle. Appelle les flics. » L'éruption a été rapide et sans pitié. Lors d'un appel au 911, la salle de contrôle ignore l'ampleur réelle de la situation. Service d'incendie et de secours du comté d'Oswego. Quelle est l'adresse et que s'est-il passé? Des entrepreneurs ouvrent ici un de nos réservoirs de laitier. Et apparemment, il a explosé et quelqu'un a été gravement brûlé. Il y a un autre matter. D'accord, je suis désolé. Vas-y. Ce n'est pas grave. Il y a donc 2 patients. J'appelle officiellement pour un seul. Personne n'a évoqué 2 ni appelé ici. Rien d'officiel pour l'instant. Les secours arrivent en quelques minutes, mais la scène est catastrophique. Le chef opérateur principal, Michael McCart, et l'entrepreneur Christopher Irvine sont déclarés morts sur place. Les 4 autres, dont Antonio, sont gravement blessés, avec de graves brûlures sur une grande partie du corps. Le pronostic est sombre. Les brûlures du laitier en fusion figurent parmi les blessures les plus graves, causant des dommages irréversibles à la peau, aux tissus et organes. Tout ce que les médecins peuvent faire, c'est placer les survivants dans des comas artificiels. La tragédie s'est déroulée si rapidement que même si des équipes médicales avaient été sur place, il était peu probable qu'elles auraient pu sauver les ouvriers. Toute tentative de sauvetage aurait sans doute causé d'autres blessures, la chaleur empêchant de sortir quelqu'un de la laitier en fusion en sécurité. La solution la plus évidente aurait été d'arrêter la chaudière. Alors pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Au-delà du coût et du temps, il y avait un autre problème. Tampa Electric avait du mal à répondre à la demande d'électricité, surtout avec la montée des températures et l'approche du 4 juillet, encore plus de personnes restant chez elles, utilisant leur climatisation à fond. S'ils arrêtaient dans l'unité 2, ils devraient acheter de l'électricité ailleurs, à un coût bien supérieur. Pour éviter les coupures et répondre à la demande, ils ont risqué de réparer l'obstruction de l'unité 2 sans l'éteindre. TECO a aussi sous-traité ces travaux dangereux après que ses employés et le syndicat ont exprimé des inquiétudes sur la sécurité, surtout concernant la maintenance de la chaudière en marche. En faisant appel à des sous-traitants, TECO pouvait continuer ses tâches à haut risque, mais les sous-traitants n'étaient peut-être pas aussi familiers avec les équipements vieillissants de la centrale, ce qui ne faisait qu'augmenter les dangers. Même si la réglementation de l'Occupational Safety and Health Administration autorise les travailleurs à refuser un travail s'ils jugent leur vie en danger, le travail dans les cuves à laitier, alors que la chaudière fonctionnait encore, a été réalisé par des sous-traitants malgré les risques signalés. Cette décision a également créé des lacunes en matière de sécurité, car les sous-traitants n'étaient là pas aussi impliqués dans les pratiques de sécurité habituelles de TECO, malgré ce qu'affirmait le président directeur général. C'est une activité assez courante et les employés ainsi que les sous-traitants présents sur place connaissent très bien les procédures. Mais les aveux ultérieurs de l'entreprise allaient raconter une toute autre histoire. Et ce n'était pas un incident isolé. En 20 ans avant l'accident, plus d'ouvriers sont morts dans les centrales Tampa Electric que chez tout autre fournisseur d'électricité en Floride. TECO a eu 10 décès liés au travail, aucun autre fournisseur d'électricité n'en a eu plus de 3. Mais c'est un incident survenu 20 ans plus tôt, presque jour pour jour, qui a tiré une énorme sonnette d'alarme. En juin 1997, 4 employés ont été grièvement blessés par des scories brûlantes projetées d'un réservoir lors d'une maintenance, causant des brûlures au premier et second degré. Ça vous rappelle quelque chose ? Et bien peu de temps après cet incident, TECO a mis en place une politique stricte interdisant en toute opération de maintenance sur les réservoirs de scories pendant que la chaudière était en fonctionnement. Mais d'une manière ou d'une autre, au fil des années, cette politique s'est tout simplement érodée. En 2015, les membres du syndicat ont exprimé leurs inquiétudes car on leur demandait encore de travailler sur les réservoirs de scories pendant le fonctionnement des chaudières. Les enquêteurs fédéraux ont révélé que Tampa Electric avait ignoré ces règles et lui ont d'abord infligé une amende de près de 130 000 $. Cependant, alors que les enquêtes étaient en cours, TECO a finalement été accusé d'avoir sciemment enfreint les consignes de sécurité au travail. 5 ans après l'incident, en mai 2022,
Tampa Electric a admis ne pas avoir donné la formation de sécurité obligatoire, une mesure simple qui aurait pu sauver des vies. L'entreprise a reçu une amende de 500 000 $ et 3 ans de mise à l'épreuve pour avoir sciemment enfreint la règle. Pour les familles des victimes, cette amende n'était qu'une tape sur les doigts. Bien que Tyco ait finalement conclu des accords confidentiels avec elle, aucune compensation ne pourra jamais réparer la perte subie. Malgré tous les efforts du personnel médical, Antonio Navarrete, Armando Pérez et Frank Jones sont tous décédés dans les jours et les semaines qui ont suivi l'incident. Le seul survivant était Gary Marine Jr. L'enfant d'Antonio grandira sans jamais connaître son père, tout cela à cause des décisions prises ce jour-là. Regardez cet épisode si cette vidéo vous a intéressé. Merci de liker et commenter pour soutenir la chaîne.